Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 2, comment standardiser. Comme on l'a vu dans l'épisode 1, si vous arrivez à générer des leads comme un rituel, vous allez avoir un problème, c'est que vous allez atteindre un moment où vous n'allez plus pouvoir traiter les demandes clients avec de la qualité. Vous allez devoir standardiser pour être sûr d'apporter une qualité constante. Standardisation, c'est un gros mot. En général, les trucs standards, on les oppose aux choses artisanales qui sont censées être pleines d'amour, de finesse et de joie, comparées à ce truc horrible qu'est la standardisation. Alors, c'est sans doute parce que les mecs de la standardisation sont pas très bons en marketing. Il me semble que les iPhones font rêver tout le monde et c'est l'objet le plus standard du monde. Personne n'a été, à mon sens, aller voir un artisan pour personnaliser son iPhone. À l'inverse, il y a plein de boucheries, de charcuteries artisanales dans lesquelles je ne mettrai pas les pieds. Ça a l'air d'être fait au cas par cas, mais c'est pas pour ça que c'est bon. Donc il ne faut pas opposer artisanat égale qualité, standardisation égale mauvaise qualité. Non, là, ce qui compte, c'est de donner aux gens ce dont ils ont besoin, qu'ils en aient conscience ou pas conscience. Des fois, les gens pensent qu'ils ont besoin de personnalisation, alors qu'ils ont simplement besoin d'adaptation. La différence entre la personnalisation et l'adaptation, c'est que la personnalisation, c'est que vous faites quelque chose pour une personne et vous ne la refaites jamais. L'adaptation, c'est de faire quelque chose où vous faites 80% pareil pour tout le monde, mais 20% personnalisé. Nos amis chez HireSuite, alors HireSuite, c'est une boîte qui fait du recrutement, donc agence de recrutement, le métier le plus non scalable du monde. Ils parlent de scale personnalisé. Je l'ai interviewé dans le cadre de Anyone Can Scale et il m'a donné ce concept que j'adore, qui est que l'idée que, en fait, tout message, tout process, toute démarche d'une approche de recrutement n'est spécifique qu'à 10% et donc il faut standardiser 90% et garder les 10% dans les mains des gens. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'un employé chez HireSuite est 10 fois plus productif qu'un employé dans n'importe quelle autre agence de recrutement. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir 100% du travail à faire et à refaire, il peut se concentrer que sur les 10% de personnalisation. Et d'ailleurs, l'impact sur les clients est incroyable, puisque ces 10% de personnalisation, vous pouvez justement y consacrer beaucoup plus d'importance. Alors, ce qui était marrant, quand je lui ai dit « mais alors c'est quoi l'objectif avec HireSuite ?» Il m'a dit c'est de passer à 99,1, c'est de trouver comment ne personnaliser que les 1% vraiment essentiels et de réussir à standardiser les 99. Vous voyez cette approche, cette méthodologie, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. C'est comment introduire cette culture de la standardisation bien faite. La standardisation, ça passe par deux phases essentielles. Dans la première phase, il faut voir qu'est-ce qui a valeur ajoutée et qu'est-ce qui n'est pas à valeur ajoutée dans votre métier. Alors, c'est sans doute la phase la plus dure et je vous conseille de parler avec vos clients pour cette phase-là. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Les avocats. On a tous besoin d'un avocat un jour dans notre vie. Je suis toujours fasciné de voir à quel point les avocats ne se rendent pas compte de ce qui est important et à valeur ajoutée et ce dont tout le monde s'en fout. Par exemple, un avocat, quand vous lui dites qu'il fait des copier-coller, il se vexe. Or, les avocats font des copier-coller. C'est pas la peine de nous prendre pour des imbéciles, messieurs les avocats. D'ailleurs, je pense pas qu'au fond, ça dérange qui que ce soit le fait qu'un avocat fasse un copier-coller. Parce qu'un bon copier-coller, c'est mieux qu'un mauvais document personnalisé. Quand je vais voir un avocat, ce que je veux, c'est pas de savoir que ce document a été écrit que pour moi. Ce que je veux, c'est de savoir que ce document, il a un taux de fiabilité et de sécurité juridique qui est bon pour moi. Que ce document soit utilisé par 1000 personnes ou par moi tout seul, je m'en fiche en tant que client. Et c'est là où il y a un problème. À l'inverse, les avocats ne se rendent pas compte qu'être proactif par rapport à mes demandes, ça a de la valeur. Je vais vous donner un exemple qu'on a vécu récemment à The Family. À The Family, récemment, on a monté un fonds d'investissement. Bon, c'est secret, faut pas en parler. C'est juste entre nous, ok, vous gardez ça, vous tweetez pas ça. Donc c'est un fonds qu'on ne marketera pas, qui est pas en public. Il y a que les gens qui ont vu Anyone Can Scale qui le sont. Et ce fonds d'investissement
c'est notre première activité régulée, réglementée. Donc, ça coûte très cher, il faut aller voir des avocats, passer des heures avec eux à mettre au point un véhicule qui est régulé, demander des autorisations au gouvernement, etc. Et donc, ce qui est très drôle quand vous montez un fonds d'investissement, c'est que vous commencez ce travail, vous le faites en 3 temps, vous faites un travail théorique en amont sur quelle est la régulation, à quoi on va être soumis, etc. Ensuite, vous allez chercher des investisseurs pour ce fonds. Et une fois que vous avez les investisseurs pour ce fonds, vous faites l'exécution réelle de ce légal, parce que l'avocat, il a peur de faire toute cette exécution avant que vous ayez l'argent. Il n'a pas envie de travailler pendant des centaines d'heures, voire des milliers d'heures, et de se retrouver avec vous dans l'incapacité à payer les 400, 500 000 euros de frais. Il s'est passé un truc marrant. On a levé les fonds auprès d'un seul investisseur, pas plusieurs. Il y a un investisseur qui est venu et qui a dit « Moi, je prends 100% du fonds ». Ok, pourquoi pas, on a négocié avec lui, on s'est mis d'accord. On est revenu voir l'avocat, on lui a dit « Voilà, on peut démarrer le travail très compliqué, etc. » Et là, l'avocat nous dit « Ah non, mais attendez les gars, s'il n'y a qu'un seul investisseur, il n'y a plus besoin d'être régulé, il n'y a plus besoin de tout ça, on va juste faire une société de droit commun, ils vont mettre l'argent, vous allez mettre le travail, c'est facile. » Ce moment-là, c'est un moment de très, très haute valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que c'est un moment où c'est sortir du process et montrer qu'il existe une façon beaucoup plus simple de le faire parce qu'on est dans un cas extrêmement rare. Ce genre de moment, vous ne pouvez pas les standardiser. Justement, la standardisation du process de ce cabinet d'avocats est que comme ils ont l'habitude de faire des fonds avec plusieurs investisseurs, etc., ils ont standardisé un process et ils savent de façon proactive sortir les gens de ce process. Et pourquoi ils peuvent faire ça ? Parce que c'est le cabinet d'avocats le mieux organisé que j'ai jamais vu de ma vie. Vous remplissez des questionnaires, vous remplissez des formulaires, vous parlez assez peu avec eux et ils ont tellement standardisé leur approche que dès que vous sortez de ce standard, c'est forcément de la très haute valeur ajoutée. Parce qu'ils savent que leur process, il est valable dans 95% des cas et donc c'est eux-mêmes qui sont proactifs et honnêtes. Et ça, pour un client, ça a une valeur de malade. Je suis prêt à leur acheter 10 ans de copier-coller parce que je sais qu'ils ont leur éthique au bon endroit, je sais que je peux leur faire confiance après avoir vécu quelque chose comme ça avec eux. On va dessiner déjà toute la chaîne de valeur, en fait, en gros, de ce qui se passe à partir du moment où aujourd'hui un client te découvre jusqu'au moment où tu as ta prise de rendez-vous et la rétention derrière, genre quand est-ce que tu les revois, etc. D'accord. Donc toi, vas-y. Désolée, ça fait drôle de parler de la rétention, comment tu fais en tant que exactement. médecin. Non, mais c'est intéressant parce que, ouais. Justement, tu mets des mots un peu business et un peu scientifiques sur un truc où, en fait, en tant que médecin, effectivement, ton but, c'est d'aider les gens et c'est de les soigner. Ouais. Et toi, c'est de prévenir aussi et de les éduquer correctement en amont et tout ça. Moi, j'essaie pas, enfin, ça peut paraître bizarre, mais j'essaie pas de le retenir. Ouais. J'essaie de le faire aimer, le fait de prendre soin d'eux pour que eux, ils aient envie de rester. Et quand je parle de rétention, c'est parce que moi, j'ai toujours le funnel tout le temps en tête. Et en fait, il y a forcément des moments où ils doivent revenir te voir. Et donc, l'idée, c'est pas tant effectivement, c'est important, tu vois. C'est pas tant de savoir quel mécanisme on va mettre en place pour qu'ils reviennent régulièrement chez toi, parce que ce serait quand même pas hyper éthique, quoi. Mais plutôt de savoir s'ils ont besoin de te voir, c'est par quel point de contact, quels sont les triggers qui déclenchent ça, etc., etc. Donc, vas-y, raconte-moi et moi je dessine. Disons que quelqu'un me découvre, le plus souvent c'est quand même bouche à l'oreille. Disons, prenons la partie la plus neutre, prends un rendez-vous sur Internet. Ouais. Donc ça se passe comment actuellement ? Si tu veux prendre un rendez-vous, bon, il y a 3 services. Ouais. T'as trois choses possibles et en général c'est la consultation à la carte. Ok. Et donc, votre objectif à vous, aujourd'hui, c'est de réfléchir à votre chaîne de valeur. Dessiner en détail quelle est votre chaîne de valeur et voir dans cette chaîne de valeur qu'est-ce que vous pouvez standardiser. Standardiser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se dire, ok, comment réduire 100% de la réalité à 90% de cas communs qui sont toujours les mêmes et de laisser ces 10% être traités par votre travail à l'ancienne. Et donc l'idée, c'est de se dire, s'il est possible de faire rentrer le client dans quelque chose de standard,
alors je lui offre du standard et je ne lui offre du personnalisé que de façon proactive. Ça, c'est la première phase, c'est de savoir qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui en a pas. Toi, c'est quoi ton objectif pendant cette première consultation? Genre, tu fais cette histoire-là, c'est quoi le but derrière? Pour moi, le but, c'est de comprendre dans les moindres détails, de comprendre plusieurs aspects de donc sa personnalité, évidemment son histoire médicale, comprendre ses symptômes, comprendre ses objectifs, qu'est-ce que je veux, quels sont les objectifs de santé, vers quoi et quel sera notre objectif. Bien, donc être certaine que tout est clair, qu'on a rien oublié. Expliquer aussi comment la suite va se dérouler et comment on peut travailler ensemble, quelles sont les attentes, et expliquer que nous sommes une équipe, et une équipe, il faut qu'on travaille ensemble. C'est pas juste moi ou juste la personne, on est dans le même bateau et on veut la même chose. Il faut qu'on veuille la même chose. Ok, compris. Donc ça, ok, trop bien. Donc ça, c'est ta première séance. Oui. T'as déjà un mail qui part après ta première consultation ou ça? Souvent c'est le cas, oui, parce que comme il y a beaucoup d'informations, surtout rien que pour l'organisation des tests, même si les gens ont leur ordonnance dans les mains, je suis obligée de leur envoyer aussi un email pour quelques détails. D'accord. Trouver ce juste milieu entre ce dont quoi ils ont besoin, ce dont quoi ils ont envie, et puis de rajouter ce petit boost, ce petit challenge. Et you can do it, you can do this. Ouais, c'est un truc de coaching, quoi. Après la deuxième consultation, ils reçoivent un email qui part automatiquement. Oui. C'est ça? Oui. Donc, email auto, tac. Et donc, dans ce mail, il y a un typeform. Oui. How was your day? Voilà. C'est ça? Donc, en fonction de ce qu'ils répondent dans ce typeform, donc c'est des scales, ils donnent des réponses de 1 à 5 sur quoi? Des questions sur le moral, sur l'anxiété, s'ils ont mal quelque part. Avant d'expérimenter l'email, je le fais encore avec quelques personnes. J'avais tout simplement des Google Sheets, des tableaux. Ouais. Et là, du coup, je pouvais faire ce que je voulais. Pas mal de gens qui ont pu le remplir pendant de longues périodes. Bon, avec intermittence, j'avoue. Après, à long terme, c'est compliqué. Ouais. Donc eux, quand ils répondent au questionnaire, en fait, ça leur permet d'avoir une première porte ouverte sur comment ils se sentent. Et toi, derrière, tu prends le relais et tu vas creuser avec eux dans ces sujets-là qu'ils ont réalisés un peu eux-mêmes. Exactement. Ok. Ça t'envoie des alertes, en fait. Exactement. C'est ça l'idée? Exactement. Et comment tu les regardes actuellement? Genre là, tu regardes tous les résultats des typeforms? Je les regarde manuellement. Ah non, mais justement, c'est pour ça qu'on est là, tu vois. Donc là, actuellement, tu prends tous les résultats du typeform de l'email automatique. Ouais. Donc tu prends toutes les réponses à ce typeform. Ouais. Tous les jours? Oui, je les regarde tous les jours, mais après, c'est une fois par semaine, j'essaie de les grouper tu vois, dans un petit tableau, mais après, je vais pas plus loin que ça, faire une courbe, ce que j'aimerais, c'est le minimum, tu vois, de dire, la semaine dernière, on était là, mais je le fais, je fais des comparaisons, voilà, manuellement, comme ça. Ouais. En fonction des gens, quoi. En fonction des gens. C'est pas automatisé, en fonction de leurs réponses. Ouais. Donc là, toi, tu les relances régulièrement pour savoir aussi un peu qualitativement ce qui se passe en termes de relations et tout, quoi. Pour avoir la relation avec toi. Oui, mais pas que pour ça. Parfois, il y a aussi, on doit adapter on doit adapter le traitement, on doit changer des choses, c'est pas juste purement relationnel. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de construire cette baseline, donc savoir quelle est ta baseline de santé, et puis réussir à avoir des alertes quand quelque chose sort de ta baseline. Ouais. Donc toi, le follow-up, donc c'est une grosse phase en fait. Ouais. C'est une grosse phase longue où chaque semaine ils doivent répondre à un questionnaire, et toi tu prends du temps pour, c'est ça? C'est chaque jour. C'est chaque jour. Donc email auto chaque jour. Après, j'essaie de les rassurer d'avance si c'est pas chaque jour, c'est pas grave. C'est quoi ton estimation de à quel point c'est chaque jour? 2 fois par semaine, je serais toujours contente. Ouais. Mais une fois par semaine, ça serait pas mal. Ouais. Et là actuellement, c'est quoi le taux de remplissage?
T'es plutôt satisfaite ou t'es plutôt insatisfaite? Ça pourrait aller mieux. Ouais. Ça pourrait aller mieux. Mais je suis satisfaite que, en fait, les gens qui sont en train de faire des grands changements ou qui vont moins bien, ce sont eux qui remplissent le plus. Donc chaque jour, ça représente combien de gens? Disons entre une trentaine de personnes. Ok. La deuxième phase, c'est ensuite de tester. Une fois que vous avez cette chaîne de valeur et que vous avez vos points de standardisation, ça va être très dur de le faire d'un coup. Vous devez le faire étape par étape. Et pour ça, vous devez introduire des tests. Et la meilleure façon de tester, c'est de prendre vos clients les plus fidèles, vos meilleurs clients, et de tester sur eux une nouvelle approche. Par exemple, on a décidé de standardiser le Welcome à The Family. On a décidé de faire en sorte que les 15 premiers jours à The Family soient entièrement standards, soient tous jours les mêmes pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était dans 90% des cas la même chose ces 15 premiers jours. Et si ces 15 premiers jours ils sont standards, ça veut dire qu'on peut prendre dans ces 15 premiers jours beaucoup plus de boîtes. Donc vous voyez, Anyone Can Scale influence The Family et on est en train de changer des choses à The Family. Donc comment on a fait pour tester? Eh ben, on a simplement ré-onboardé des vieux clients. Au lieu de prendre le risque d'aller onboarder des gens nouveaux qui ne nous connaissent pas et qui ne vont pas pouvoir nous faire un feedback connect, on a pris des gens qui connaissaient déjà The Family et on a testé cette standardisation sur eux. Et ce qui est fabuleux, c'est de voir leur joie et leur enthousiasme à te dire « Putain, mais c'est tellement mieux que le bordel qu'on a vécu ». Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que là, ici, où tu perds du temps, c'est sur la rédaction des emails. Donc maintenant, il faut qu'on fasse le travail de savoir quels sont les types d'emails, quels sont les types de trucs que tu vas envoyer le plus régulièrement et comment on fait ça. Donc vas-y, aujourd'hui, dans une consultation, c'est quoi il y a forcément des grands types de personnes. Je dis pas que c'est parfait, je dis que c'est des patterns et qu'en fait, on va pouvoir te créer un template qui va pas être adéquate pour tout le monde, mais que par contre tu vas pouvoir personnaliser et donc au lieu d'avoir à taper 5 lignes, tu vas avoir à taper une ligne supplémentaire par rapport à un premier template, tu vois. Parce qu'il faut garder cette personnalisation, ça fait partie des trucs qu'on veut pas scaler, mais par contre il faut que tu gagnes du temps sur les trucs que tu répètes tout le temps dans un mail, quoi. C'est quoi leur devoir? C'est quoi leur next step? Je leur rappelle qu'ils vont avoir de mes nouvelles quand il y aura les résultats, donc la prochaine consultation. Ouais. Donc là, on est à la première consultation. Enfin, on est ici. Entre les deux, est après la première consultation. Après la première consultation. Et puis, dès qu'on a les résultats, on commence la deuxième consultation. Enfin, on organise la deuxième consultation. Ok. Si tu reçois les résultats et que tu marques la personne comme j'ai reçu ces résultats, elle peut recevoir un email automatiquement. Tu vois, et voilà, avec ton calendrier, avec tes horaires de consultation, et elle peut choisir sa truc, tu vois. Et après, tu l'appelles si jamais elle l'a pas fait. C'est ça c'est une meilleure façon de le voir, tu vois. C'est genre comment tu fais pour pousser les gens à travailler par eux-mêmes, en fait. Comment tu fais pour faire en sorte que ces gens-là, aujourd'hui, tu fais le travail pour eux. Tu reçois les résultats, tu leur dis, ah, c'est bon, j'ai reçu les résultats. Est-ce que tu veux que je prenne rendez-vous pour toi? Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait faire à l'inverse, c'est plutôt genre, ok, les résultats ont été reçus, c'est la personne qui prend rendez-vous elle-même, et moi j'ai rien à faire. Parce que ton rôle en tant que médecin, c'est pas de prendre rendez-vous pour tes patients, tu vois. Genre c'est de la relation, c'est tous ces trucs qu'on veut pas scaler, effectivement. Mais je pense que eux, de leur côté, ils aimeraient bien pouvoir prendre eux-mêmes le rendez-vous, mais ils savent pas quand, tu vois, ils ont pas le moyen de savoir quand est-ce que j'ai les résultats. Ouais, complètement. Donc ça, on va pouvoir mettre ça en place. Un truc où, genre, automatiquement, ça va leur envoyer un mail quand tu reçois les résultats. Toi, tu devras indiquer que tu as reçu les résultats de cette personne. Et ça va leur envoyer un email où ils pourront choisir une plage de rendez-vous dans tes rendez-vous dispo. D'accord. Ok. Donc, en gros, on est juste sur des templates d'email et de la prise de rendez-vous. Les gens, ils ont besoin de deux choses. Ils ont besoin de rigueur et de cérémonial. Pensez cérémonie. Pourquoi un mariage, ça émeut? Parce qu'un mariage, c'est une cérémonie. Pourquoi la messe, 2000 ans après, ça existe encore? Parce que la messe, c'est une cérémonie. Pensez à tous ces moments de vie. Si vous avez rentré les gens dans une cérémonie, cette cérémonie, elle peut être racontée aux autres. Donc, vous êtes dans le point où si vous arrivez à standardiser votre onboarding client,
la définition des besoins, etc., ça va être un process que les gens vont pouvoir se raconter de bouche à oreille. Les clients pourront dire « Ah, tu verras, alors là, tu vas recevoir ce formulaire, il est vachement bien fait, ce formulaire, il va te permettre de faire ça, tu vas aller à l'étape d'après, etc. » Prenons un exemple très concret de standardisation de process. Comment ça se passe quand vous êtes un freelance graphique? Alors, c'est un exemple que je prends parce que tous, un jour ou l'autre, vous aurez affaire à un freelance pour faire votre logo ou faire le design d'une page ou faire une lettre ou je sais pas quoi, une invitation, quelque chose. Alors, ce qui est très amusant, c'est que quand vous allez voir un freelance, vous allez passer des heures avec lui à essayer de parler de votre besoin. Quel est le problème du process de définition des besoins? Quand vous parlez à des graphic designers, ils vous disent tous la même chose. Les clients sont insupportables, ils savent pas ce qu'ils veulent. Donc, c'est quoi le process en général? On parle pendant 2 heures à bâton rompu. Il y en a un qui dit des choses, l'autre qui écoute et qui prend des notes. Donc, c'est 2 heures de temps perdu. Après, celui qui écoute, qui prend des notes, il rentre chez lui 1 semaine plus tard, il essaie de relire ses notes. Alors, moi, je suis toujours étonné des gens qui prennent des notes, parce que je connais peu de gens qui relisent leurs notes. Parce que prendre des notes, en fait, c'est un métier. Et la plupart d'entre nous, on ne sait pas faire. Et donc, le type, il regarde ses notes, il essaie de se souvenir vaguement de ce qui a été dit. Il fait ce qu'il pense qui est nécessaire, il envoie. Et là, le client qui avait dit « j'adore le vert », il dit « ah non, mais je verrai plutôt en jaune ». Et là, commencent les allers-retours. Et alors, un bon client pour un graphique, c'est un type qui s'en fout et qui dit oui à tout. Un mauvais client, c'est un type qui a une vision à peu près précise de ce qu'il veut et qui est un peu casse-pied et qui fait refaire et refaire. Alors, c'est dommage parce qu'en fait, le premier n'est pas vraiment un bon client parce qu'il n'en a pas vraiment besoin. Et le deuxième, qui aurait pu devenir un bon client, il est un peu frustré de cette expérience où il ne se sent pas compris. Ce qui est drôle, c'est que les gens vont d'agence en agence, de freelance en freelance, et ils n'ont jamais l'impression d'être compris. Pourquoi? Parce que le process n'est pas bon. Un bon process, c'est un process qui permet d'exprimer des choses complexes de façon simple. Et sur ce process-là, nous, on a en interne à The Family une équipe, l'équipe Swag, qui a créé un formulaire qu'on appelle le Swag Doc et qui permet d'exprimer un projet créatif de façon ouverte et personnalisée, tout en étant standard et toujours avec les mêmes questions. Alors, quelle est la vertu de toujours demander les mêmes questions? La vertu de toujours demander les mêmes questions, c'est que vous avez pris l'habitude d'avoir les réponses par rapport à ces questions et ça vous rend de plus en plus productif à comprendre les gens. Si vous changez les questions à chaque fois, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais les questions vont être personnalisées à la demande de la personne et elles vont se confondre avec la demande. Alors que si vous fichez les questions, vous allez avoir un certain nombre de demandes. La deuxième chose, c'est qu'en faisant ce questionnaire, l'équipe Swag s'est rendu compte qu'en fait, les entreprises, en général, elles ont à peu près toujours les mêmes besoins, que ce qui compte, c'est d'avoir un univers de référence graphique qui leur correspond et de personnaliser cet univers plutôt que de personnaliser les structures. À la fin de la journée, les structures peuvent être standards. Et la troisième chose que cette approche fait, c'est que comme les gens passent un temps seul, profond à réfléchir, c'est du temps qui n'empiètre pas sur le temps de production. Comme le questionnaire est fun, introspectif, profond, les gens y consacrent un vrai moment en équipe. Ils ont des débats entre eux. Et ce qui fait que tous les débats habituels qu'on a à partir du moment où on voit la première proposition, on les a dans l'équipe avant. Le questionnaire, et vous allez le voir, est construit pour créer du débat au sein d'une équipe. Il est construit pour que les cofondateurs se mettent d'accord. Et donc tout ce temps devient du temps invisible qui a lieu dans le cloud sans que jamais l'équipe soit impactée par cette perte de temps. C'est ça l'intérêt de la standardisation. Vous faire gagner du temps et vous donner la capacité de pouvoir traiter beaucoup plus de gens. Quand on parle de standardisation, il y a pas mal de possibilités qui existent et surtout sur un des sujets principaux quand on a une boîte de service qui est qu'on va envoyer très régulièrement des emails similaires les uns aux autres. Donc il y a plein de techniques qui se mettent en place pour ça. On fait des tableaux Excel dans lesquels on copie-colle des réponses préfaites. On fait des Word, des documents Word. Enfin voilà, on peut vraiment avoir plein de choses. Un outil que moi j'aime tout particulièrement, c'est un truc qui s'appelle Mixmax,
et qui en fait est une extension Chrome qui va rajouter dans ton client email la possibilité de mettre des réponses préfaites, d'automatiser l'envoi à une date ultérieure, qui va te permettre de traquer si les gens ont ouvert tes mails ou pas. Enfin, en gros, ça va prendre ta boîte mail et la transformer dans un outil qui te permet vaguement de contacter les gens et de leur envoyer des messages à un outil vraiment performant qui te permet d'être toi au top de ta productivité et de gagner beaucoup de temps grâce à des templates qui vont s'activer en un clic et qui vont aussi en fait te permettre de traquer toutes les métriques liées à tes emails pour que tu puisses non pas naviguer à l'aveugle et te dire ok c'est cool, mon mail il marche, les gens ont répondu ou pas, mais d'avoir des étapes intermédiaires dont est-ce que les gens ont ouvert mon email, est-ce qu'ils ont cliqué sur des liens à l'intérieur, etc. Donc l'idée c'est de vous faire un peu une démo de comment fonctionne cet outil et de comment on peut le mettre en place pour Lavinia et voir et que vous puissiez voir en gros comment vous pourriez utiliser Mixmax dans votre business. Une fois que l'extension est ajoutée, on va pouvoir aller dans Gmail par exemple. Et ici, si j'écris un nouveau message, j'active Mixmax. Une fois que Mixmax est activé dans ta boîte mail, tu vas pouvoir commencer à composer des messages. Donc notamment, celle qui va nous intéresser ici en standardisation, c'est celle du template. Donc dans le template, on va pouvoir utiliser, on va pouvoir manage templates ici. Hop, donc là on est dans Manage Template. Et ici, donc voilà, on a des sample templates, donc des trucs qui sont déjà préfaits. On va tous les supprimer. Et ici, on va créer un template. Ce template, ça va être premier contact, refus, par exemple. Et donc ça va être dans un cas où par exemple Lavinia, elle va se rendre compte que la demande de la personne n'est pas forcément adaptée à ce qu'elle est capable de faire. Donc elle va la renvoyer vers un confrère ou une consoeur qui va être plus spécialisé dans le domaine dont la personne a besoin. Et donc là, comme cette situation-là se présente plusieurs fois, elle ne se présente pas qu'une seule fois et c'est ponctuel, ça ne sert à rien de réécrire le mail à chaque fois, d'autant plus que c'est un mail qui apporte pas de valeur. Donc là, ça vaut vraiment le coup de standardiser toutes ces choses-là pour pouvoir ensuite traiter très rapidement en fait les demandes de ces gens-là. Donc ça va être genre mon avis sur votre cas médical. Bonjour. Merci beaucoup, prénom. Bonne journée. Lavinia Ionita. Donc ici, on voit que notre template est créé et donc on va pouvoir l'utiliser dans la rédaction des nouveaux mails. Et donc ici, si on retourne dans les mails, hop, et qu'on va dans le template, ici dans Personal, on a premier contact refus et boum, ça s'insère directement. Et donc ici, on n'a pas de value pour first name, donc on va rentrer Jacques. Tac, et ici, on sait qu'il s'appelle Jack. Parce qu'en fait, on n'avait pas l'info encore jusqu'à maintenant vu qu'il n'y a pas encore de recipients. Mais donc, ça te permet, toi, d'écrire des templates que tu peux venir modifier et de les insérer directement dans Gmail. Ça, c'est extrêmement puissant et c'est très intéressant en fait de prendre son Mixmax comme ici et de commencer à créer des dossiers en fonction des différentes étapes qui existent et de dire ok, j'ai tous mes templates qui sont prêts et ces templates-là, on va pouvoir les mesurer. Parce que si j'envoie ce mail à Thomas Pariante, hop, donc je peux choisir de l'envoyer plus tard, etc. Mais donc si j'envoie ce mail, hop, Thomas va le recevoir et moi ici dans mes templates, je vais avoir des stats où je vais voir le nombre d'envois qui ont été effectués de ce template. Donc je sais que j'en ai envoyé un, combien ont été ouverts, combien ont été cliqués, combien ont été transférés, etc. Et en fait, ça te permet, en fonction de tes templates, d'améliorer la qualité de tes emails. Donc ça te permet de passer d'un système où tu vas envoyer un email comme ça, c'est cool, je l'ai envoyé, j'ai répondu à mon client et c'est tout. La prochaine fois que la situation se présentera, je vais devoir renvoyer un mail extrêmement similaire à un système où tu vas juste avoir besoin de cliquer sur ton template qui est préparé pour cette situation-là.
Tu vas pouvoir le modifier un petit peu si nécessaire et ensuite tu auras des stats sur les performances de ce template. Et donc tu pourras te poser à chaque fois sur toutes les choses qui ont été standardisées dans ton business et regarder, ok, ce template-là, il fait 50% de taux d'ouverture, ce template-là, il fait 25%. Comment je fais pour amener le template qui fait 25% de taux d'ouverture à devenir meilleur? Donc comment je fais pour changer le sujet de l'email par exemple, ou alors les premières lignes de l'email. Et en fait tout ça te permet de gagner du temps progressivement en envoyant des mails qui standardisés ont une meilleure performance que si tu les avais fait sur mesure pour les clients. Donc là ici on voit que je lui ai envoyé le mail à Thomas et donc il a ouvert l'email et il a aussi répondu. Si je retourne dans Mixmax, je me rends compte qu'il y a 100% d'ouverture et que là pour l'instant ça n'a pas encore été tout à fait traqué qu'il a répondu, mais il a répondu. Donc déjà on voit que c'est traqué. Et l'avantage c'est qu'il me répond merci beaucoup pour votre aide et en attendant peut-être que je vais pouvoir lui proposer un meeting. Et là une des problématiques de Lavinia c'était de dire ok à chaque fois je dois reproposer un rendez-vous à mes clients et donc ça fait plusieurs allers-retours et ça me fait perdre du temps et c'est compliqué. L'avantage de Mixmax ici c'est qu'on va pouvoir insérer des availability, donc des disponibilités par rapport à notre calendrier. Et donc ça va se connecter directement à notre calendrier. Ici en fait j'ai toutes ces trucs là. Donc là je peux mettre un meeting. Par exemple je peux dire je peux faire une proposition à tous ces créneaux là potentiellement. J'insère les times et en fait les gens directement dans Mixmax on va pouvoir proposer des créneaux qui sont disponibles dans mon agenda pour dire aux gens ok si tu veux choisir un rendez-vous ça va être juste ici. Et en fait c'est hyper puissant parce que ça te permet d'avoir déjà des prises de rendez-vous qui vont se caler directement, vu que c'est des rendez-vous intermédiaires, ils vont se caler directement dans ton agenda et tu vas pouvoir gagner beaucoup de temps sans avoir à choisir une date, machin, inviter les gens et tout. Tu vas juste pouvoir faire des propositions, voilà quand est-ce que je suis disponible, tu peux choisir à l'intérieur. Et si les gens choisissent, pareil, tu vas avoir des taux mesurables de est-ce que les gens ont schedulé ou pas et tu vas pouvoir voir comment ça fonctionne de manière générale et ça va vraiment t'aider à améliorer ton flow et te faire gagner beaucoup de temps. L'une des premières peurs quand on scale, c'est la réduction de la qualité client. On a peur qu'en scalant, en devenant un produit, on n'a plus cette touche magique que les gens ont envie, que les gens réalisent. Mais ça, c'est une erreur et c'est une illusion. Évidemment, si on se représente temporellement le processus de scale, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ça, c'est votre expérience et le temps que vous avez exercé votre métier. Et ça, c'est votre qualité de délivrabilité. Si on prend d'abord le point de vue d'une personne, du point de vue d'une personne, la qualité et la délivrabilité d'une expérience dans le temps, ça ressemble à une courbe logarithmique. Au début, dans cette première phase, on progresse très vite. Puis petit à petit, les années d'expérience rajoutent des pas de plus en plus courts et de moins en moins impressionnants. Entre les 10 premières années d'expérience, si on passe en qualité de 0 à 100, les 10 années d'après, on passera peut-être à 150, et les 20 ans d'après, on passera peut-être à 200, etc., etc. Et c'est normal. Après tout, personne n'est un apprenant infini, la qualité des choses décroît, et puis en plus, il y a un graphe qu'on ne voit pas là dans ce graphe, c'est la tension de la renouvelabilité des savoirs. Évidemment, si vous avez appris des choses il y a 30 ans, la probabilité que ces choses soient encore valables, elle est faible, et votre capacité de renouvellement, elle n'est pas aussi rapide que l'accumulation de votre expérience. Votre expérience s'accumule plus vite que vous avez de capacité à la renouveler. Si vous avez envie de scaler, si vous avez envie de créer un business model scalable, il faut comprendre en fait que vous avez besoin de changer cette courbe dans une courbe un peu bizarre où en fait au début vous allez monter en qualité, vous allez standardiser, ça va donner un coût à votre qualité et là vous allez comprendre ici dans cette phase-là des secrets. Vous allez sans doute griller un ou deux clients, vous allez créer des frustrations, mais vous allez comprendre des choses que vous n'aviez pas compris avant, et ça va vous faire passer un palier de façon extrêmement rapide. Vous voyez la croissance là, et boum d'un coup. Ça tombe, boum, ça monte. Et puis là, vous allez reprendre des décisions radicales, ça va vous faire perdre en qualité et en frustration,
et hop, vous allez monter d'un palier, etc., etc. Ça, c'est une courbe de scalabilité. Les gens imaginent que la scalabilité, c'est une très jolie exponentielle comme ça, parce que évidemment, quand on regarde l'histoire par la fin et qu'on zoome sur 10 ou 15 ans, ces accidents deviennent invisibles dans l'échelle. Pourtant, ici, en fait, il y a plein d'accidents en chemin qui sont des décisions radicales que vous avez besoin de prendre pour changer votre façon de délivrer votre service. Donc, n'ayez pas peur. Quand on délègue quelque chose, c'est normal que ce soit un peu bien moins fait au début. Quand on productise quelque chose, c'est forcément quelque chose qui impacte la qualité. Il ne faut pas avoir peur, il faut passer à travers, il faut comprendre pourquoi, il faut améliorer. Et si vous avez simplement cette mindset d'améliorer petit à petit les choses et de vous dire que c'est pas parce que c'est plus vous qui le faites que ce sera pas bien fait, eh ben vous verrez, des choses magiques peuvent arriver. Par exemple, à The Family, au début, c'est moi qui faisais toute la sélection des startups. Je m'en souviens, c'était un grand sujet ici. La blague, c'était Oussama, elle va pas scaler. Comment on va faire pour avoir plusieurs pays, blablabla. Et puis aujourd'hui, je vois plus aucun apply et la qualité des applies est sans doute supérieure à ce qu'elle était avant. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à déléguer cette chose. Mais déléguer cette chose, ça prend du temps. Ça veut dire passer beaucoup de temps avec les gens qui le font, investir en eux, les transformer dans un produit, changer le process, réinventer de zéro la façon dont les choses sont faites. La standardisation, comme je vous le disais, ça fait peur parce qu'on a l'impression de maltraiter les gens. Standard égale toujours la même chose, égale pas care. Le standard, c'est quelque chose auquel la plupart des freelances résistent. Parce qu'ils prennent du plaisir dans cette illusion de personnalisation. Par exemple, il y a des graphistes, quand je leur montre le swag doc, ils disent « Ouais, mais moi, ce que j'adore, c'est être avec un client, échanger, ping-ponger avec lui pour l'aider à définir ses besoins. » Et le problème, c'est que ça, c'est sans doute agréable, mais c'est pas utile. Alors, tracez une ligne comme ça, d'accord ? Sur la gauche, vous mettez tout ce qui est agréable, et sur la droite, vous mettez tout ce qui est utile. C'est fine que des fois, des choses agréables soient utiles. C'est cool quand vous avez les deux. Mais quand quelque chose est utile, quand quelque chose est agréable mais pas utile, il faut en faire le deuil. Vous ne pouvez pas trouver le fun de votre activité dans le fait qu'il y a des choses que vous considérez être comme agréables. Vous devez trouver le fun de votre activité dans sa croissance, dans le fait d'en faire plus, de rendre plus de gens heureux. Par exemple, c'est comme ça que j'ai eu Lavinia. Lavinia n'arrêtait pas de m'expliquer que c'était impossible de ne pas passer 1 heure par patient. Et je lui ai dit que donc, comme elle travaillait 12 heures par jour, ça voulait dire qu'elle ne pouvait soigner que 12 personnes par jour. C'est-à-dire que si dans la journée, il y avait 14 personnes de malades, il y en avait 2 qui étaient sacrifiées. Comme elle est une médecin et qu'elle culpabilise facilement, ça a été le trigger pour lui donner envie de standardiser. Mais pensez que la standardisation, c'est la façon d'amener votre produit à plus de gens et soyez concentrés sur le résultat et pas la méthode. Si vous êtes trop obsédé par votre plaisir de méthode, vous ne verrez jamais que c'est une illusion, vous ne vous rendrez pas compte que le vrai plaisir vient du fait que vous arrivez à avoir plus d'impact sur plus de personnes. C'est évidemment un choix philosophique, c'est évidemment une démarche que vous pouvez refuser. Vous avez très bien, à ce moment-là, vous pouvez me dire, bon, en fait, je regrette d'avoir acheté la formation Anyone Can Scale. Je suis quelqu'un qui n'a pas envie de standardiser mon approche. Mais en tout cas, n'allez pas penser que standardiser veut dire réduire en qualité. N'allez pas penser que standardiser réduit la joie des clients. C'est pas vrai. Une bonne standardisation faite avec amour, détail, attention, soin, produit beaucoup plus de plaisir que quelque chose de personnalisé, mal foutu. L'iPhone, c'est standard, mais c'est un chef-d'œuvre. Le charcutier au coin de la rue là-bas, c'est de la merde. Donc vous voyez, c'est typiquement la différence entre personnalisé égale qualité. Non, il y a de la personnalisation de qualité, il y a de la personnalisation pas terrible, il y a de la standardisation de qualité, il y a de la standardisation non terrible. Dans Anyone Can Scale, ce qui nous intéresse, c'est la standardisation avec amour, avec magie, avec le peps de Knack qui fait que les gens trouvent ça incroyable. Regardez le formulaire swag, vous verrez, il est fun, il est détaillé. C'est pas un document qui a l'air de sortir de la sécu. Parce que quand on pense standardisation, on pense sécurité sociale. Non,
oubliez, c'est pas la Sécu, c'est pas l'administration française. Standardisation peut être avec de la magie, peut être avec du cérémonial, peut être avec des petites étoiles et des petites unicornes. On l'a vu dans cet épisode, la standardisation, c'est le début des super pouvoirs. C'est ce qui vous permet de traiter manuellement plus de gens. Mais la standardisation, c'est aussi la première étape du deuxième outil secret du scale, l'automatisation. Il n'y a pas d'automatisation s'il n'y a pas de standardisation. Si vous ne faites pas l'effort de standardiser de façon manuelle tous vos process, alors vous ne pouvez pas automatiser vos process. L'automatisation, c'est ce qui va permettre de complètement changer de dimension. Et la standardisation va vous permettre de détecter qu'est-ce que vous pouvez automatiser et qu'est-ce que vous ne pouvez pas automatiser. Rendez-vous dans l'épisode 3, automatisation.